Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Vous en avez parlé dans l'hémicycle cet après-midi, ce drame à Nanterre ce matin. Un jeune de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer. En tout cas un policier est en garde à vue ce soir. 2 enquêtes pour tentative d'homicide volontaire et homicide volontaire, c'est celle confiée à l'IGPN, la police des polices, sont ouvertes. Une vidéo choquante des faits circule. Quel est votre sentiment ce soir, Raquel Garrido ? Ouais, je suis comme tout le monde, extrêmement choquée, peinée. Je me demande où est l'état de droit. C'est la question que je me pose, c'est-à-dire que nous, les citoyens, nous devons compter sur un état de droit qui fonctionne. Et là, ça ne fonctionne pas. Et évidemment, il faut tout d'abord penser à la victime, à sa famille. Mais c'est le pays tout entier qui ne peut pas fonctionner si les mécanismes normaux et pacifiques de traitement de la délinquance, des forces de l'ordre, etc. Si ça ne marche pas, on fait comment ? C'est le Far West. Vous êtes député, vous avez le pouvoir de légiférer. Peut-être que vous avez cette envie de légiférer sur le refus d'obtempérer, sur comment doit agir la police, Raquel Garrido. Pour le coup, le refus d'obtempérer est déjà Suffisamment bien encadré. Les policiers n'ont pas le droit de s'ériger en juge. Ils n'ont pas le droit d'exécuter les délinquants, les criminels. Il y a des voies de droit pour ça. Et là, il y a un problème, c'est que peut-être qu'il y a un sentiment d'impunité. Et je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur s'est exprimé déjà. Il en a parlé tout à l'heure dans l'hémicycle, vous y étiez. Non, mais justement, je suis sortie à ce moment-là, pardonnez-moi. Mais il a qualifié la vidéo d'extrêmement choquante. Il était évidemment très prudent, comme nous tous, puisque une enquête est en cours. Bien Alors, sûr. cette vidéo tourne sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information. Il y a des circonstances encore à établir, évidemment. Raquel Garrido. Mais en tout cas, il faut se départir d'une espèce de réaction pavlovienne automatique qui serait toujours de défendre, quoi qu'il arrive, le fonctionnaire dans l'exercice. C'est aussi la présomption d'innocence. Gérald Darmanin l'a rappelé tout à l'heure, bien évidemment. La présomption d'innocence de qui ? Du policier, en l'occurrence. Oui, qui est en garde à vue ce soir, on le rappelle. Bon, d'accord, bien sûr, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, quand vous dites refus d'obtempérer, pour la personne qui a refusé d'obtempérer, vous dites pas, là, il n'y a pas de présomption d'innocence, puisque vous qualifiez un délit. Bon, donc là, vous n'appliquez pas la présompple d'innocence pour la personne qui a refusé d'obtempérer. Mais en revanche, pour la personne, alors donc elle est claire aussi pour le meurtre. Bon, en tout état de cause, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se départir d'une espèce de culture que je vois beaucoup en ce moment, qui consiste à systématiquement couvrir tous les agissements parce que ça vient des fonctionnaires d'un service public en particulier dont la critique ne serait pas permise. Là, vraiment, la police, c'est un bien commun. Il faut que ça fonctionne. L'agent impliqué dans la mort de ce jeune de 17 ans est en garde à vue ce soir. C'est ce que nous apprend le parquet. Je rappelle également ce chiffre, 13 décès en 2022 liés à des refus d'obtempérer. C'est un record. 5 policiers... Pas 13 décès, 13 personnes tuées dans ces circonstances-là. Les gens ne sont pas tombés... Lié à un refus d'obtempérer l'an dernier, 5 policiers ont été mis en examen. Ça a fait du bruit également dans l'hémicycle cet après-midi. Cet avis du rapporteur public du Conseil d'État hier après l'examen d'un recours des hijabeuses, avis qui peut surprendre puisque le rapporteur public, généralement suivi par la plus haute juridiction administrative française, assure que les footballeuses de niveau amateur ont le droit de porter un hijab dans les compétitions. Pour le rapporteur public du Conseil d'État, ça n'est pas du prosélytisme ni une provocation. Quel est votre avis, Raquel Garrido ? Je pense que c'est l'occasion, ce contentieux, de rappeler quelques notions. D'abord, la laïcité. La laïcité qui est un bien commun aussi, vraiment un principe fondateur de la République et qui est très important à mes yeux. Vous savez, moi, je suis arrivée en France à 14 ans. J'ai quitté le Chili quand j'étais bébé et j'ai vécu au Canada entre ma naissance et mon arrivée en France. Donc j'ai vécu enfant dans un système qui n'était pas laïque. Et j'ai découvert la laïcité à 14 ans quand je suis arrivée en France. Donc cette grande idée de
séparation, en fait, du domaine de l'intime et de ce qui est public. Et cette thèse, qui est la thèse de la laïcité, qui est que quand il s'agit de faire de la politique, quand il s'agit d'élaborer des normes, il faut que ce soit dans un cadre commun dont la religion est expurgée. Mhm. Parce que si chacun vient à la conversation avec son dogme religieux, on ne peut pas se convaincre, donc c'est belligène. Et dans un pays qui a connu des guerres de religion, réelles ou larvées pendant des siècles, on a forgé cette idée géniale, à mon goût, qui est la laïcité. Alors la laïcité, ça implique quoi ? Ça implique la neutralité du service public, ça implique la bonne compréhension de ce qui relève de l'intime et de ce qui relève du public. L'habillement, ça relève de l'intime. Mhm. Donc, ça relève du privé, vous voyez, au sens de la laïcité. Donc, on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. On ne peut pas faire dire à la laïcité qu'il serait interdit de porter un voile. On va marquer une pause et continuer sur ce sujet des hijabeuses. Je rappelle le numéro du standard 01 80 20 39 21 pour réagir, poser vos questions à Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Elle est notre invitée ce soir sur Europe 1. À tout de suite. Dans la pause, nous évoquions le cas des hijabeuses dont le rapporteur public du Conseil d'État semble aller dans leur sens puisqu'il décrète, il a dit hier que le port du hijab lors de compétitions de football de niveau amateur, il a été précis, de niveau amateur, ça n'est pas du prosélytisme ni une provocation. Nous parlions de la laïcité à la française avec Raquel Garrido juste avant la pause. Donc pour vous, la laïcité à la française sera défendue si jeudi, donc la date de l'avis du Conseil d'État définitif, je rappelle qu'hier c'était le rapporteur public, généralement le Conseil d'État suit son avis, elle sera défendue si le Conseil d'État autorise le port du hijab dans les compétitions de niveau amateur de football. Encore une fois, ça m'étonnerait beaucoup que dans le rapport du magistrat, le concept de laïcité était discuté. Mmh. Parce que la laïcité, dans l'acception française de la laïcité, l'État ne peut pas imposer à un individu, à un citoyen, de totalement occulter sa foi. Quand le joueur de foot arrive sur le terrain et qu'il se signe plusieurs fois, il manifeste sa foi, et ça, c'est son droit. Alors, ce que peuvent faire les fédérations sportives, c'est, sur des critères sportifs, d'empêcher telle ou telle tenue. Mmh. Voilà, ça c'est classique. Il y a des façons, on doit s'habiller d'une telle façon, ou il est interdit de s'habiller d'une telle façon. Mais le critère n'est pas la laïcité. Après, il peut y avoir d'autres critères en matière sportive, par exemple, classiquement. C'est une bataille juridique selon vous, voilà. C'est-à-dire que, oui, C'est d'abord... sur les mots que ça se joue. Non, mais bien sûr, c'est très important, la laïcité, qu'elle ne soit pas à géométrie variable. On ne peut pas brandir la laïcité quand il s'agit de l'islam et n'avoir pas du tout de réflexe laïque vis-à-vis des autres religions. Moi, je suis une laïque vis-à-vis de toutes les religions. C'est-à-dire que je pense que l'État ne reconnaît ni subventionne aucun culte, comme le dit la grande loi de 1905, et qu'à partir de là, elle doit construire une forme d'indifférence à la religion, de la même façon que la religion, dans l'esprit de la laïcité, c'est une question privée, et effectivement, il y a certains endroits où on a le droit de le manifester, d'autres non, et puis il y a certaines fonctions, notamment quand on est agent du service public, par exemple. C'est le distinguo que fait d'ailleurs le rapporteur public qui estime que lorsqu'on joue avec l'équipe de France, par exemple au niveau professionnel, on est en quelque sorte un agent du service public et là on ne peut pas faire de prosélytisme en portant le hijab. C'est intéressant parce que par exemple sur la question des élus, moi je suis députée maintenant. Oui. Et je féministe, considère... il faut le rappeler aussi. Oui. En tant qu'élu, je considère que je dois m'appliquer la neutralité laïque. C'est-à-dire que je considère qu'en tant qu'élu, je ne peux pas aller dans les lieux de culte pour participer. Alors, à titre privé, évidemment, si je suis invitée à un mariage, je peux aller à un mariage. Mais je veux dire, je ne peux pas aller escaliter dans des lieux de culte, avec par la exemple. fameuse écharpe des Insoumis qu'on voit dans bon nombre d'autres manifestations, d'ailleurs. Oui, mais pas des manifestations religieuses. Voilà. Vous n'allez pas à la messe avec la banderole bleu-blanc-rouge ou à la mosquée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup, je veux dire, des rapports des élus aujourd'hui, de tous bords. Vous trouvez ça à LR, vous trouvez ça... Enfin, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui. Mais cette façon qu'ont les élus d'aller flatter des groupes, des communautés religieuses, des cultes, pour moi, me déplaît profondément parce que du coup, les jeunes notamment, et moi je le vois avec mes propres enfants qui sont des adolescents, qui sont connectés sur Netflix et qui voient des émissions de télé dans lesquelles la laïcité n'existe pas,
où il y a des salles de classe où tous les enfants manifestent leur foi, etc. Et du coup, les jeunes voient ces élus qui, en fait, ont un rapport très, très, très opportuniste à la notion de laïcité. Quand ça les arrange, ils font les cérémonies du 15 août à la Vierge Marie. Quand ça les arrange, ils vont célébrer Rosh Hashanah ou Pessah dans les synagogues. Quand ça les arrange, ils vont faire l'Aïd et ainsi de suite. Et puis après, devant les télés ou dans l'hémicycle, vous parle de laïcité, le cœur sur la main. Et là, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que la laïcité, c'est un concept qui a perdu beaucoup de sa vigueur parce que justement, l'État et les élus l'ont malmené. Et je fais partie de ces élus voilà, moi, par exemple, j'ai été élue en Seine-Saint-Denis. Jamais je mettrai les pieds dans un lieu de culte. Jamais. On va entendre Samia qui nous appelle au standard d'Europe 1, le 01 80 20 39 21. Samia a 67 ans, elle habite Paris. Bonsoir Samia. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons, vous vouliez parler des hijabeuses avec nous ce soir sur Europe 1. Oui, j'ai tout de suite réagi à cet événement parce que contrairement à ce que dit Madame Garrido, la députée Garrido, le droit de manifester sa foi, certes, c'est une question privée, mais quand on veut porter le hijab pendant les compétitions, de niveau amateur d'ailleurs, parce que de toute façon, cet entrisme frère musulman, il va commencer au niveau amateur et finira ensuite à demander à d'autres niveaux. Ce n'est plus une manifestation de sa foi au niveau privé, on est bien dans un lieu public. À partir de là, elle demandait tout à l'heure dans un autre sujet beaucoup plus important, il me semble, un état de droit qui fonctionne. Et moi, je me revendique musulmane, je suis Samia, je vis en France, je vis dans un état laïque. Je demande à ce que dans le faire ensemble, nous soyons dans une société sécularisée. Manifester sa foi à titre privé, c'est privé, dans la maison, dans la rue, dans des éléments confessionnels, mais certainement pas au regard de tout le public. Vous avez posé la question aux autres joueuses, pourquoi est-ce qu'il y aurait une liberté de manifester et les autres joueuses n'auraient qu'à se taire? J'ai vécu ça, moi, je fais partie d'un club de randonnée. On a eu une personne qui est venue avec son hijab en disant j'ai le droit de manifester. On fait quoi pendant la rando? Les autres adhérents se taisent? Alors, excusez-moi. Je vous en prie, Samia. Alors, un autre élément, Madame la députée Garrido, qui vivait peut-être dans le 93, c'est ça? Vous avez pensé aux dégâts collatéraux que vous créez sur les autres jeunes filles? Alors, vous avez pensé à cette manifestation des frères musulmans pour diverses raisons. Il y a 15 jours, c'était les prières dans l'école. Donc, vous avez parlé, monsieur d'Europe 1, des musulmanes. Je voudrais que ces personnes-là, vous les appeliez musulmanes orthodoxes. Voilà. Alors, donc, voilà, vous avez votre lecture de cette actualité et elle nous intéresse, chère Samia, une conception aussi bien précise de la laïcité. C'est tout à fait pertinent ce que vous nous dites ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci, chère Samia, d'avoir appelé le 01 80 20 39 21. La députée Garrido vous a écouté attentivement et vous répond. D'abord, bonsoir Madame Samia. En réalité, comme vous le disiez vous-même, la rue, au sens de la laïcité, c'est l'espace privé. Et c'est la même chose en réalité avec un terrain de sport. Même une fédération sportive, c'est une entité privée en réalité au sens du droit. Alors vous posez en réalité sur un autre registre qui est la façon dont les religions, et en particulier une religion, l'islam, et en particulier une pratique plus orthodoxe de l'islam peut, selon vous, nuire en réalité, nuire tout simplement, et vous vous posez la question de savoir comment je peux empêcher ça de nuire. Bon, par exemple, si vous prenez l'exemple de votre randonnée là, vous dites comment je fais dans ma randonnée si l'une des randonneuses porte le voile. Je vous retourne la question, comment vous faites? Vous n'avez pas d'autre choix que de respecter la liberté de conscience des autres randonneuses. Je peux vous interrompre? Dans ce cas-là, ce que nous avons fait, nous avons aussi manifesté notre droit à la sécularisation. On s'est mis à siffler. Voilà. Et la randonnée n'a pas pu se faire. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais ça, madame, je pense que ça peut être interprété par le droit
comme en fait une agression raciste, une injure raciste. Ah non, Si. non, ça y est. Les pétards mouillés de racistes, surtout quand on parle à une Samia, de pétards mouillés de racistes et d'islamophobes. Madame, vous voulez nous imposer un islam des frères musulmans. Vous pensez que moi, je veux vous imposer un islam des frères musulmans? Non, alors Samia est de confession musulmane et lorsqu'elle voit ces jeunes filles hier devant le Conseil d'État, hein, c'est pas n'importe quel endroit, le Conseil d'État, c'est aussi l'espace public, le Conseil d'État, vêtues de leur hijab, elle est quelque part choquée. Est-ce que la féministe insoumise que vous êtes, chère Raquel Garrido, est choquée aussi quand elle voit des images comme ça? La féministe que je suis analyse depuis longtemps. Parce que c'est un voile qui n'est porté que par les femmes, pas par les hommes. Je termine. La féministe que je suis analyse depuis longtemps le rapport très particulier des grandes religions monothéistes à l'égard des femmes. Bon, ça c'est une chose. Et cette critique-là a été portée dans notre pays de façon assez virulente depuis très longtemps par une école de pensée qui s'appelle l'anticléricalisme. C'est-à-dire, c'est le fait de dire à bas la calotte, à bas les religieux, à bas le clergé, etc. Moi, je considère que si cette opinion, non seulement est légitime, je dirais, elle doit être défendue, il est hors de question d'interdire à qui que ce soit l'expression d'une opinion anticléricale, et ça, en tant que député et en tant que législateur, je défendrai toujours le droit à l'anticléricalisme. En revanche, je termine presque Samia de racisme. Non, parce que là, elle dit qu'elle est en train d'expulser quelqu'un physiquement d'une randonnée. Bon, je trouve que là, c'est pas exactement pareil. Non, mais là, pardon, je peux terminer. Je termine. Raquel Garrido. En revanche, je pense que c'est important, quand je le disais tout à l'heure, je le répète, je pense que les élus doivent appliquer correctement la laïcité. Et je m'applique la neutralité religieuse. Ça veut dire que de la seconde où je suis élu, je dois avoir une égale distance vis-à-vis de toutes les confessions. Et en réalité, si on lit la lettre de la loi de 1905, du 5 décembre 1905, je dois avoir une indifférence. Donc, je ne peux pas critiquer tel ou tel dogme. Il y a des gens qui pensent que la Vierge Marie est vierge. Il y a des gens qui pensent un tas de choses. Bon, c'est leur droit le plus strict. Parce que dans la laïcité, consubstantielle à la laïcité, il y a aussi la liberté de culte. Voilà, donc il faut, dans ces cas-là, s'accrocher au droit, faire attention aux principes, sans être naïf, bien entendu. Moi, j'ai aucune naïveté vis-à-vis du fait religieux lui-même et quelle incidence il a sur les grandes libertés, notamment celle des femmes. Mais je ne suis pas d'accord avec la stigmatisation. Merci beaucoup Raquel Garrido d'avoir répondu à Samia qui nous a appelé ce soir au standard d'Europe 1, le 01 80 20 39 21. Vous restez avec nous Madame la députée, on marque une pause, on a d'autres sujets à évoquer, notamment le temps de vacances scolaires ou encore la NUP, quid de la NUP pour les élections européennes l'an prochain. A tout de suite sur Europe 1. Nous allons évoquer maintenant le sujet de l'école, puisque le président Macron en a parlé tout à l'heure au deuxième jour de sa visite à Marseille. Il annonce vouloir ouvrir les collèges de 8h à 18h, ouvrir les maternelles dès 2 ans dans les zones d'éducation prioritaire. Peut-être une première réaction à ces propositions que le président a lâchées hier soir à Marseille, Raquel Garrido. La première réaction, c'est que moi, en tant que maman d'élève dans le service public scolaire de Seine-Saint-Denis, en tant qu'élue de Seine-Saint-Denis, quand je vois la quantité de professionnels qui nous manquent, on n'a pas de médecins, on n'a pas d'infirmières, on n'a pas d'AESH, les dames qui s'occupent des enfants porteurs de handicap, on n'a pas de remplaçants, on a des remplaçants qui sont des contractuels. Enfin, c'est une bérésina. Et Mais vous serez d'accord avec le président en qualifiant l'école de mère des batailles. C'est là que tout se joue. Ben oui, mais comme il gouverne... C'est dommage qu'il soit pas au pouvoir, parce que du coup, peut-être qu'il aurait trouvé une solution. Bon. Ouais, ça, non, mais vraiment, moi, c'est une idée qu'aurait pu soumettre Jean-Luc Mélenchon. Oui, on l'a soumis. Non, moi, ce qui m'agace, je vais vous dire, dans ce genre de déplacement comme on voit là à Marseille, c'est qu'il y a une mise en scène du président sauveur. Voilà, c'est-à-dire il arrive, Superman, il va tout régler. Et d'une part, il va prendre la place de ceux qui font déjà, c'est-à-dire la municipalité, les associations, les travailleurs, les profs, les intervenants sociaux, etc. En revanche, ce qui ne va pas, c'est la faute aux gens eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des problèmes, par exemple, de chômage.
Ah mais ça c'est de votre faute, vous n'avez pas fait le tour du port pour trouver et correctement chercher. Nos confrères de la Provence sont allés sur le Vieux-Port hier, ils ont trouvé 13 offres d'emploi. Oui, bon, d'accord. Non, mais voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est l'irresponsabilité du gouvernant. C'est-à-dire, moi, je ne supporte pas ça. Le système de la Constitution de 1958 octroie énormément de pouvoir à un seul homme, le président de la République, qui n'est pas responsable au sens constitutionnel du terme. Donc il est dans l'impunité. Là, on l'a vu par exemple avec le conflit des retraites. 93% des salariés étaient contre la retraite à 64 ans et ils nous ont empêchés de voter à l'Assemblée nationale par le 49.3. Et ça n'est pas démocratique, ça n'est pas possible. Donc moi, je suis fatiguée de ces monarques qui se mettent en scène. Je pense que la démocratie française gagnerait à abolir en fait cette fonction, à du moins la réduire fortement. Et la démocratie française permet aussi à un hémicycle sans majorité absolue, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez un certain pouvoir. Comment ça, il n'y a pas de majorité absolue? Il y a une majorité absolue au Parlement. Vote par vote. Quand on a voté les 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, il y avait une majorité absolue. Il n'y a pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron au Parlement actuellement. Voilà, ça c'est le résultat des urnes. Mais Monsieur le Président... C'est la Ve République, ça aussi, Raquel Garrido. Oui, mais le problème c'est que le résultat des urnes en juin 2022 a dit que l'Élysée n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Et ils n'acceptent pas leurs conditions de minoritaire. Donc, ils utilisent pleinement les articles de la Constitution. Une dizaine d'opportunités pour renverser le gouvernement. La motion de censure. Attendez. Accordez-moi que nous avons quand même un problème grave, tous. On parlait de l'état de droit tout à l'heure. Je pense que nous, les Français, on a une image de nous-mêmes qui est un pays démocratique, républicain. Ça n'est pas normal que le président de la République ait le pouvoir d'abuser en permanence de son pouvoir. Voilà. Donc, je pense que là, ce que nous enseigne ce conflit des retraites, c'est qu'il va falloir en sortir de cette Constitution de 1958. Et je pose la question, a-t-on vraiment encore besoin d'un président de la République ? On verra ça lors de l'élection présidentielle de 2027. Non, on va voir avant. On revient d'abord tout de suite. Au sujet qui nous intéresse ce soir, l'école, l'autre piste de réflexion évoquée par Emmanuel Macron aujourd'hui, toujours à Marseille. Une piste déjà évoquée par son ancien Premier ministre, Édouard Philippe d'ailleurs, il y a 15 jours. Réduire les vacances d'été, source d'inégalités et parfois de difficultés physiques et psychologiques chez les enfants. Une chronobiologiste nous l'avait expliqué sur l'antenne d'Europe 1. Réduire les vacances d'été, mais en contrepartie, on étale mieux le temps scolaire. Le président de la République part du principe que les journées sont trop chargées pour les élèves. Vous allez vous y opposer, je suppose. Avec quels arguments Comment, Raquel Garrido, à cette proposition d'Emmanuel Macron C'est pas la peine de supposer. Je précise qu'aujourd'hui, il y a une proposition de loi insoumise qui parle des vacances aussi, qui veut les garantir aux plus modestes. Oui, et donc quel rapport? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Elle n'est pas bien, la proposition de loi pour les vacances? Je n'ai pas d'avis à donner, moi. Là, vous n'avez pas d'avis, d'accord. Donc, moi, je vous dis, la proposition de loi pour les vacances, elle est super. Et il y a plus que 30. Là, cet été, il y a 30% des Français qui vont partir en vacances. Mieux répartir le temps scolaire, selon vous? Alors, moi, je fais partie des personnes qui croient dur comme fer à l'éducation nationale. Je pense que c'est le patrimoine le plus important de celles et ceux qui n'avons que ça dans la vie, que notre travail et l'éducation. Je pense que les locaux scolaires sont sous-utilisés dans l'année, qui devraient être davantage ouverts sur la ville. Je pense que l'école est un lieu salvateur et qu'effectivement, plus on y est, possiblement, mieux c'est. Mais à condition d'avoir un encadrement, à condition d'avoir des adultes, à condition d'avoir une présence, des objectifs, etc. Et le problème, c'est que ce sont les mêmes qui dépouillent l'école des intervenants adultes qui ensuite vous expliquent qu'il faut ouvrir. Mais d'abord, je pense que les auditeurs savent comme moi que le collège, par exemple, est ouvert à 8h du matin. Je ne sais pas à quelle heure ils pensent que c'est quand même ouvert à 8h du matin. C'est ouvert ou c'est à 18h? La question est de savoir qu'est-ce qu'on peut y faire en tant que collégien. Peu de collégiens viennent à 8h au collège, Raquel Garrido. Non, il y a les cours. Pourquoi vous alliez à quelle heure au collège quand vous étiez au collège? Un peu plus tard dans mes souvenirs. C'est peut-être pour ça que vous avez terminé journaliste à Europe 1. Merci Raquel Garrido. On va entendre tout de suite Sophie, ancienne enseignante. Elle nous appelle d'Île-de-France au 01 80 20 39 21. Le standard d'Europe 1. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir monsieur. Alors, vous, quel est votre avis sur la réduction des vacances d'été, comme suggéré par Emmanuel Macron, Sophie? Alors, pour moi, les vacances d'été ne doivent pas être réduites. Elles doivent durer sur juillet et août. Seulement, en revanche, il faut que les élèves puissent partir dès le 1er juillet.
car il faut bien considérer, enfin moi j'ai l'expérience de toute une vie d'enseignante, aussi bien au collège qu'au lycée, eh bien en été, les élèves, disons avant le 1er juillet ou maintenant le 8 juillet, puisque les élèves partent le 8 juillet, les élèves ne travaillent plus. Quand les conseils de classe sont terminés, pratiquement le mois de juin, ils ne font rien. Ils sont dans la cour de récréation, ils attendent les vacances, voilà. Donc il faudrait en revanche que les vacances d'automne soient réduites à simplement une semaine. Parce que les vacances d'automne commencent quand même le 22 octobre. Et les élèves viennent juste de se mettre un peu en route pour l'école, de prendre leurs marques, de connaître leurs professeurs, de commencer un rythme de travail. Et tout à coup, ils sont brusquement mis de nouveau en vacances. Donc, pour moi, personnellement, des vacances d'été 1er juillet, 1er septembre, par contre le 1er septembre, donc vraiment conserver cela pour permettre aux familles de choisir entre le mois de juillet ou le mois d'août, et puis poursuivre aussi les entreprises qui partent en juillet, en août, et puis le problème de la garde des enfants, mais réduire les vacances en automne. Pour le reste, il est bien de garder 2 semaines à Noël, 2 semaines au printemps, c'est tout à fait convenable. Merci beaucoup voilà. Sophie d'avoir témoigné ce soir, hein. Je rappelle que vous êtes ancienne enseignante. Raquel Garrido vous a entendu, chère Sophie. Raquel Garrido. Jadis, les vacances scolaires étaient organisées par rapport aux tâches que prenaient les enfants, par exemple dans le monde agricole. Dans le Midi, on n'allait pas à l'école en septembre parce que c'était les vendanges et que de toute façon, il fallait que toute la famille vendange. C'est plus le cas aujourd'hui. Et quand Madame Sophie dit que les familles choisissent entre juillet et août, ben pour 70% des Français, c'est tout vu. C'est ni juillet ni août. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est la réalité. Donc, comment dire, je ne suis pas non plus pour adapter les temps scolaires à des impératifs, par exemple, du secteur touristique, qui est une façon classique aussi d'aborder le sujet. Le sujet, ça doit être l'intérêt de l'enfant, sa capacité de s'émanciper avec une école qui soit vraiment articulée voilà, autour de lui. Et aujourd'hui, on est face à des années et des années de destruction. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple en Seine-Saint-Denis, revenir à des niveaux d'encadrement comme 2010, il vous faut recruter des milliers d'intervenants, de professeurs, d'infirmières, de médecins, les AESH. Encore une fois, vous avez des enfants aujourd'hui qui ont des notifications, comme on dit, c'est-à-dire qui ont le droit d'aller à l'école avec un encadrement AESH, et pourtant il n'y a pas les AESH. Pourquoi ? Parce que les AESH gagnent 800 € par mois. 800 € par mois, monsieur Delvolvé. Vous ne travaillerez pas pour 800 € par mois, encore moins pour s'occuper d'enfants handicapés. Ils méritent mieux que ça. Donc, du coup, les blablas du président Macron me semblent à des années-lumière de la réalité de ce qu'il met en œuvre avec son ministre, M. Pape Ndiaye. Merci beaucoup, Raquel Garrido. Merci à Sophie de nous avoir appelé au Standard d'Europe 1 également. Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Une réponse très courte. Vous êtes plutôt pour une NUP unie ou désunie pour les élections européennes ? Je suis 100% pro-NUPES. Je pense que la force de la NUPES, c'est son caractère choral. Et je rêve que la gauche sorte de cet esprit toxique de vouloir être monarque à la place du monarque. Il faut que tous ensemble, on abolisse la monarchie présidentielle. Merci Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.